Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, un autre épisode dans la série Entrepreneur. Et en fait, on va vraiment aller dans un angle financier. Je vais vous parler de comment se préparer financièrement face à une récession. Je pense que dans le contexte actuel, je ne suis pas complètement dans le champ de penser que c'est une possibilité. Au fait, personnellement, je pense que le Canada est déjà en récession depuis la seconde moitié de 2022, même si techniquement, si on se fie à la définition officielle, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas eu 2 trimestres consécutifs de croissance négative du côté du produit intérieur brut. Si on regarde les plus récentes données de Statistique Canada, le PIB, comme je vous dis, il est en légère croissance, mais ce qui explique ça, c'est que depuis 2 ans, le PIB du pays est soutenu par la croissance démographique, c'est-à-dire par l'immigration record et aussi, entre autres, par les emplois dans le secteur public. Donc, si on oublie le produit intérieur brut, tous les autres symptômes d'une récession sont là. On parle d'une diminution des dépenses des consommateurs, une hausse du taux de chômage et une forte augmentation aussi du nombre de dossiers d'insolvabilité là, au niveau des faillites. Et dans tous les cas, je pense que prochainement, dès que l'immigration dans le pays va ralentir, qu'on va commencer à limiter les travailleurs étrangers, ça va dévoiler la faiblesse de l'économie canadienne. Et en attendant, on peut seulement le constater en fait en regardant le PIB par habitant qui est en baisse depuis 2022. Et quand je dis de se préparer face à une récession, c'est un peu l'équivalent de vous dire de vous préparer à une baisse de vos revenus ou carrément une absence temporaire de revenus. Parce qu'en fait, une récession, tu sais, c'est un fameux mot-là, ça veut dire qu'il y a un ralentissement de l'économie et quand il y a une diminution de l'activité économique, les consommateurs achètent moins, donc conséquemment à ça, le chiffre d'affaires des entreprises est en baisse et ça, généralement, ça amène des mises à pied ou du moins une réduction des heures de travail pour les employés, donc pour la main-d'œuvre. Et l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est justement de vous prémunir contre une baisse de vos revenus ou une perte d'emploi dans le futur et de vous préparer finalement à survivre financièrement durant une période qui est plus précaire. Évidemment, première des choses, pas besoin d'être un expert en finance pour savoir que vous devez avoir un fonds d'urgence, c'est-à-dire que vous devez avoir au minimum la somme équivalente à 3 mois de dépenses essentielles. T'sais, grosso modo, là, faites votre budget, additionnez les dépenses que vous êtes obligé de faire. À chaque mois, là, par exemple, le loyer ou le versement hypothécaire, l'épicerie, les assurances auto-habitation, le paiement du véhicule, l'essence, etc. Additionnez tout ça et multipliez le total par 3. Donc, par exemple, si le total, c'est 3 000 $ par mois de dépenses essentielles, bien, vous devriez avoir au minimum 9 000 $ dans un compte d'épargne. Puis là, on parle d'un compte que vous pouvez retirer l'argent en tout temps sans pénalité. Là. Pas 9 000 $ investis dans des actions volatiles, pas 9 000 $ dans un CPG non remboursable que si jamais vous voulez le sortir de là, vous allez avoir des pénalités. Pas 9 000 non plus en Bitcoin. Là. L'idée d'un fonds d'urgence, c'est pas d'aller générer du rendement puis de faire croître vos actifs. Le but d'un fonds d'urgence, c'est un coussin financier en cas d'imprévu. Un imprévu, ça peut être une crevaison sur la route, mais ça peut aussi être une perte d'emploi. Là. Évidemment, l'ampleur ou la gravité de l'imprévu, c'est un imprévu, fait qu'on ne peut pas le prévoir. Mais honnêtement, si vous êtes dans le domaine de la vente ou que vous êtes un travailleur autonome puis que vos revenus sont pas prévisibles, bien, je mettrais de côté l'équivalent de 6 mois de dépenses essentielles. 3 mois, c'est plus pour un employé salarié qui a quand même des revenus prévisibles puis que son poste est plus ou moins à risque parce que faut comprendre que en tant que vendeur ou en tant que travailleur autonome, ben, vos revenus sont plus à risque dans un contexte de récession que, par exemple, le salaire d'une infirmière, dans le sens que même s'il y a un ralentissement économique,
on va toujours avoir besoin d'infirmières dans les hôpitaux. Il y en manque, puis c'est le gouvernement qui paye pour ça. Fait que même s'il y a à faire des coupures budgétaires, le gouvernement il fera pas les coupures de ce côté-là. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des emplois plus à risque que d'autres. Tu sais, je prends l'exemple d'un vendeur qui gagne sa vie avec des commissions qu'il fait en vendant des choses. Ben, s'il y a moins de consommateurs qui achètent, ben, on peut s'attendre que son revenu diminue parce que son revenu, c'est des commissions lorsqu'il y a des transactions. Donc, dans ce cas-ci, c'est encore plus important d'avoir un fonds d'urgence qui est suffisant parce que si vous n'avez pas assez d'argent de côté puis que vos payes sont moins grosses, ben ça se peut que dans pas long, il vous manque de cash pour continuer à payer vos factures. Et malheureusement, dans ce scénario-là, beaucoup de monde, ils vont devoir se tourner vers leur marge de crédit ou leur carte de crédit pour financer le déficit dans leur budget. Et souvent, malheureusement, c'est le début d'une spirale d'endettement. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler des dettes parce que dans l'éventualité d'une récession, si vos revenus diminuent, le remboursement de vos prêts, ça pourrait devenir beaucoup plus difficile. Parce que quand tout va bien, ben, il y a bien du monde qui paye juste le paiement minimum sur leur carte de crédit ou leur marge de crédit. Ils font quand même le paiement de leur prêt auto. Ils réussissent à payer un peu toutes leurs dépenses. Puis ils arrivent au bout du mois, soit break-even ou pas loin. Il leur reste pas une tonne d'argent, mais au moins, ils n'ont pas sauté de paiement. Il n'y a pas de retard nulle part. Et à ce moment-là, ben, leur cote de crédit reste intacte. Par contre, si, disons, votre paye est réduite ou que vous perdez votre job, ben, toutes vos dettes, ça peut devenir problématique. Au fait, c'est l'une des raisons pourquoi le nombre de dossiers d'insolvabilité explose lorsqu'il y a un ralentissement économique. Si vous avez un paquet de dettes, et surtout des dettes avec un taux d'intérêt élevé, une des solutions pour éviter d'aller vers une faillite ou une proposition de consommateur, c'est d'opter vers une consolidation de dette. Grosso modo, une consolidation de dette, c'est le fait de tout regrouper vos dettes ensemble dans un seul nouveau prêt que vous allez chercher auprès d'une banque. Et l'idée, en fait, c'est de, premièrement, simplifier le remboursement parce que ça va se faire avec un seul paiement à effectuer à chaque mois pour l'ensemble de vos dettes qui vont être réunies dans un seul prêt. Et l'autre chose aussi, c'est que le taux d'intérêt du prêt, normalement, il va être plus bas que les dettes que vous avez regroupées. Surtout si vous êtes propriétaire et que vous avez la possibilité de consolider vos dettes en refinançant votre maison. Et à ce moment-là, vous pouvez inclure les soldes de carte de crédit dans le refinancement. Parce que, tu sais, 20% d'intérêt sur une carte de crédit, si vous avez un solde de 10, 15, 20 000 $, il faut que tu te débarrasses de ça le plus vite parce que les intérêts là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Et là, étant donné que une consolidation de dette, ça reste un nouveau prêt que vous allez chercher auprès d'une institution bancaire, bien, il faut que la banque accepte de vous l'accorder. Donc, logiquement, la stratégie derrière ça, c'est de faire une consolidation de dette avant de commencer à manquer des paiements ou avant de subir une baisse de vos revenus, dans le sens que vous êtes mieux de faire la demande de consolidation dans les conditions actuelles au lieu de repousser ça plus tard, puis que là, finalement, votre situation financière se dégrade et que finalement, l'institution bancaire décide de vous refuser votre demande, parce que si la consolidation de dette, ce n'est plus une option, puis que la banque ne vous permet pas de faire ça, rendu là, les seules autres alternatives qui vous restent, c'est soit la proposition de consommateur ou la faillite personnelle. Et dans les deux cas, bien, ça va faire une tâche sur votre dossier de crédit, puis après ça, bien, votre cote de crédit est scrappée pour une couple d'années. Bref, le point, c'est que les prêts dans un boom économique, ça fait un peu partie de la game, dans le sens que les consommateurs, ils vont financer une partie de leur achat avec de la dette, parce que de toute façon, ben, leur salaire augmente, l'économie roule, puis tout le monde s'en sort bien. Par contre, quand l'économie se met à ralentir, ben, ça peut avoir un impact, comme je vous dis, sur vos revenus, que vous soyez employé, travailleur autonome ou dirigeant d'une PME. Donc, plus vous avez des prêts à rembourser,
puis des paiements minimums à faire ici et là, bien, plus vous êtes vulnérable à une chute de vos revenus et plus bien, vous vous exposez à l'insolvabilité. Et un autre élément à considérer pour les employés salariés, c'est que si la seule source de revenus que vous avez, c'est votre chèque de paye aux 2 semaines, vous avez une dépendance financière envers votre unique employeur. Autrement dit, la stabilité de vos finances, ça tient à pas grand-chose. Et encore là, comme je l'ai dit précédemment, ça dépend de votre poste, ça dépend de votre ancienneté, de l'industrie dans laquelle vous travaillez, etc. Mais le point, c'est que pour beaucoup d'entre vous, mais vous n'êtes pas à l'abri d'une vague de mise à pied de la part de votre employeur. Et dites-vous que si votre employeur vous fait perdre votre job demain matin, c'est généralement dans le but de limiter les charges d'exploitation en réduisant les coûts de main-d'œuvre. Et quand c'est fait à grande échelle, ben, le taux de chômage augmente. Donc, vous pourriez perdre votre job dans un contexte où il y a simultanément de plus en plus de monde à la recherche d'un emploi et de moins en moins d'offres d'emploi de la part des compagnies. Et pour se préparer face à une perte d'emploi, comme j'en ai parlé initialement, la stratégie de base, c'est de mettre de l'argent de côté dans un fonds d'urgence de manière à vous permettre de survivre de 3 à 6 mois sans aucune paye, ou du moins vous permettre de payer vos billes en attendant les premières prestations d'assurance-emploi. Mais tu sais, une autre stratégie qui me paraît un peu plus efficace, c'est de diversifier vos sources de revenus. Il y a plusieurs possibilités. La première étant de simplement trouver une deuxième job, que ce soit de soir ou de fin de semaine. Et même si c'est 10 ou 15 heures de plus par semaine, ça reste une seconde source de revenus qui n'est pas directement liée à votre employeur principal. Sinon, une deuxième possibilité, ce serait de vous lancer comme travailleur autonome, d'offrir vos services et de trouver vous-même vos propres clients. De cette manière-là, vous pouvez aller faire des contrats ici et là. Comme je vous dis, encore une fois, ça peut être de soir, de fin de semaine. L'idée, c'est de garder votre emploi primaire et d'aller chercher des revenus supplémentaires qui ne proviennent pas de votre employeur actuel. Et dans tout ça, il faut quand même être assez stratégique dans le sens que même si vous devenez travailleur autonome ou vous allez chercher un deuxième emploi, ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri d'une réduction de vos revenus. Ça dépend dans quelle industrie vous travaillez, ça dépend c'est quel type de service que vous offrez, puis surtout à qui vous l'offrez. Dans le sens que dans ce type d'environnement-là, c'est mieux de cibler, par exemple, des clients plus fortunés qu'eux autres. Récession, pas récession, ils vont être plus ou moins affectés par la conjoncture économique. Donc, viser une clientèle qui est, disons, plus haut de gamme, ça vous permet d'un peu vous immuniser contre le ralentissement de l'économie. Et l'autre volet que je voulais aborder aujourd'hui, que c'est pas nécessairement dans ma ligne de pensée, là, c'est-à-dire l'histoire d'être frugal pour améliorer sa situation financière, je suis pas un gros fan, parce que maintenant, limiter ses dépenses, tu peux pas niveler vers le bas à l'infini non plus. Il y a des dépenses qu'on peut pas se sortir. Par contre, dans un contexte de se préparer face à une récession dans l'avenir, je pense que c'est inévitable de venir réduire ses dépenses non essentielles, d'éviter les gros achats et surtout, en fait, d'éviter de vous engager dans des obligations financières importantes parce que, mettons que tu prévoyais faire des rénovations de 10-15 000 $ chez toi ou que tu voulais upgrader ta voiture ou encore tu as décidé que tu voulais changer tous tes électroménagers, je pense pas qu'aujourd'hui, présentement, c'est le meilleur temps pour faire ça. Surtout si tu n'as pas les liquidités et que tu prévoyais mettre ça sur ta marge de crédit. Dans le sens que, oui, les taux sont plus bas qu'une carte de crédit, c'est quand même plus avantageux, mais ça reste une dette que vous allez devoir rembourser quelque part dans le temps. Et au fait, oui, je pense que c'est mieux de repousser présentement des grosses dépenses, mais je pense aussi que c'est le temps
de regarder les dépenses récurrentes que vous payez déjà. Tu sais, dans le sens que, première des choses, tu peux aller négocier avec tes fournisseurs de services comme Bell ou Vidéotron pour regarder le forfait que tu payes. C'est le temps aussi d'analyser vos contrats d'assurance quand vous allez renouveler. Premièrement, êtes-vous bien couvert contre des imprévus qui pourraient vous coûter cher? Est-ce que vous pouvez assurer votre auto et votre habitation avec le même assureur? Pouvez-vous augmenter les franchises pour réduire la prime d'assurance que vous payez à chaque mois? Et là, je tiens à préciser que mon approche pour améliorer sa situation financière, ça n'a jamais été de chercher à réduire les dépenses au minimum. Par contre, je le répète, pour se préparer à une période de récession, quelque chose qui n'est pas arrivé depuis quasiment 17 ans, ben chercher à limiter ses dépenses, ça contribue à vous rendre moins vulnérable financièrement. Et si on parle d'investissement, ben si vous n'avez pas de fonds d'urgence, bâtir votre coussin financier, c'est ça que ça devrait être votre priorité. Après ça, vous pouvez penser à investir puis à faire croître vos avoirs. Mais tu sais, il y a bien du monde qui n'ont pas une scène de côté en cas d'imprévu, mais ils veulent tellement trouver une manière d'obtenir des rendements incroyables que ça les pousse à acheter des actions de nouvelles compagnies soi-disant révolutionnaires ou ils vont décider d'investir dans toutes sortes de crypto-monnaies qu'ils ont vu passer quelque part sur un forum en ligne. Et comme je vous dis, ces personnes-là, ils peuvent quand même relativement bien s'en sortir dans une forte économie, dans une économie qui est en croissance. Par contre, quand l'activité économique est en décroissance, certains vont devoir vendre leurs actifs à perte, s'ils sont à perte, parce que pour plusieurs personnes, l'investissement, ça va devenir un luxe et ils vont devoir un peu courir après le moindre dollar qui leur reste. Donc, en résumé, il faut prioriser le fonds d'urgence, absolument avoir des liquidités à disposition. Et sinon, si vous avez déjà des placements et que, disons qu'on anticipe une récession, est-ce que ça signifie que vous devez modifier votre portefeuille? Pour moi, la réponse est non, pour plusieurs raisons. Tu sais, de un, même si vous vendez avant la correction boursière, après, c'est de savoir quand est-ce racheter. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. De deux, les finances des compagnies cotées en bourse, ils ne sont pas toutes négativement affectées par un ralentissement économique. Donc, c'est pas parce que il y a telle compagnie qui chute que l'ensemble des marchés ça va être une catastrophe et qu'il n'y aura pas à ce moment-là des opportunités d'achat pour un placement à long terme. Et finalement, de mon côté, ben, vous le savez un peu, lorsque la peur s'empare des marchés boursiers, c'est à ce moment-là que moi je prends des nouvelles positions ou que je grossis mes anciennes. Encore une fois, ça dépend aussi de l'état de vos finances personnelles. J'ai aucune dette, j'ai des liquidités à disposition, j'ai plusieurs sources de revenus passifs. Donc tout ça, ça fait en sorte que je suis pas mal plus résilient, peu importe la conjoncture économique. Mais quand même, s'il y a une récession, pour ma part, il va quand même y avoir des entrées d'argent qui pourraient diminuer. C'est-à-dire tous les revenus qui sont liés à la vente de formation en ligne, l'abonnement à l'infolettre, mes services de consultation, c'est des revenus qui dépendent quand même de la situation financière de d'autres personnes. Quand tu es rendu que tu n'as plus d'argent pour investir, des formations sur le trading ou une infolettre, ça ne sera pas dans le top de ta liste de priorités. Et même principe pour les compagnies qui deviennent plus serrées financièrement, même si ce serait le meilleur temps pour prendre un consultant, ils n'auront peut-être pas les moyens financiers pour le payer. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas personne qui est 100% immunisé à une récession, à un ralentissement économique. Il y a beaucoup de gens que je lis, que je vois un peu partout, qui souhaitent qu'il y ait une récession, qui souhaitent qu'il y ait une crise financière ou du moins une crise immobilière parce qu'ils veulent profiter des deals, ils veulent que les taux d'intérêt descendent, ils veulent un paquet d'affaires, mais
ultimement, dans l'économie, on est tous un peu interreliés. Donc, souhaiter des taux d'intérêt plus bas, souvent, c'est parce que l'économie est plus faible. Donc, si l'économie est plus faible, ben, tout le monde est un peu touché par ça. Si on voit le prix des maisons descendre, c'est parce que les gens n'ont plus les moyens de payer leur versement hypothécaire. Ça veut dire que potentiellement, ils ont perdu leur emploi. Donc, est-ce qu'on souhaite réellement ça? Puis comme je vous dis, on est tous un peu interreliés. Donc si le vendeur d'auto fait moins d'argent, il va moins au restaurant, peut-être que le propriétaire du restaurant va devoir couper un de ses serveurs. Ce serveur-là allait à telle place, donc l'autre place est également affectée. Et quand le monde perd leur emploi, ça consomme moins. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui vendent des produits ou des services discrétionnaires, le revenu vont diminuer également. Donc, il n'y a pas personne qui devrait se réjouir de la perspective qu'il arrive une récession ou qu'il y ait un crash dans l'immobilier. Je veux dire, ça va toucher énormément de personnes. Et je comprends l'espèce de discours que les gens disent « Oui, mais ces personnes-là n'auraient pas dû s'endetter comme ça. Ces personnes-là n'auraient pas dû faire des surenchères sur telle ou telle maison. » Et je comprends un peu votre réflexion, mais souhaiter du malheur aux autres, ça ne fonctionne pas. Puis tu sais, à moins que vous ayez des centaines de mille de côté ou des millions à investir, vous n'aurez pas tant d'opportunités qui vont se présenter dans un contexte où il y a une récession. C'est vraiment les très fortunés qu'eux autres, leurs finances ne seront pas affectées par le ralentissement économique. C'est ces personnes-là qui vont réellement bénéficier d'une récession. Et c'est eux autres qui vont faire des moves qu'on pourrait qualifier de plus requins ou du moins qui sont opportunistes. Mais pour conclure l'épisode, dites-vous que la plupart des stratégies que je vous ai partagées dans l'épisode, ben, ça s'applique à vos finances personnelles, même dans le cas où finalement, il n'y en a pas de récession. Je veux dire, il n'y a pas de manière d'anticiper ça avec certitude. Pour moi, les données économiques, c'est ce qu'ils me transmettent comme information. Peut-être que je les interprète mal, peut-être que je suis trop pessimiste, mais pour moi, les renouvellements hypothécaires, les coupures du côté des dépenses des consommateurs, le nombre de faillites d'entreprises, le nombre de dossiers d'insolvabilité chez les particuliers, tout ça m'indique qu'il y a un bon potentiel qu'on se dirige vers un ralentissement économique. Et sinon, dans tous les cas, vous serez juste bien préparé financièrement. On n'est jamais trop près au niveau de ses finances personnelles. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'information. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.